C'est bon. Donc je pense qu'on va commencer. C'est l'heure. Et on y va. Donc je suis Fatima Charia El Boutouri. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. J'enseigne tout ce qui est relations, structure, propriété au niveau du bois à des étudiants donc du but et de licence professionnelle. Et j'enseigne également la chimie. Quand je parle de la chimie, c'est vraiment une initiation. C'est vraiment, on démarre avec ce qu'est un atome et le spectre et ainsi de suite pour aller vers un tout petit peu, je dis vraiment, un survol de la chimie organique. Donc c'est plus une initiation. Pourquoi? Parce que j'enseigne dans un département qui s'appelle Sciences et Génie des matériaux. Côté recherche, je suis plutôt sur le matériau bois et sa qualité quand j'ai démarré. Donc vraiment, l'amélioration de la qualité n'a rien à voir avec la génétique. C'est plutôt le domaine de la préservation, produits de préservation du bois. Et au fur et à mesure que nous avons intégré l'IPREM, Bertrand Charrier et moi-même en 2011, l'IPREM c'est plus chimie des matériaux. Chimie physique, en fait, des matériaux, avec un aspect environnement. Donc, on a forcément un volet qui s'est penché un peu plus vers ça, et vous allez voir, j'espère que vous serez d'accord avec moi, on a pas mal de belles choses à faire avec le bois. Ça, c'est la culture commune. Tout le monde sait dans quel contexte nous vivons, tout le monde sait qu'on doit sortir de tout ce qui est pétro-sourcé, et donc aller vers des choses et un remplacement plutôt biosourcé. Les raisons sont sous vos yeux, je pense que là, tout le monde est au courant. Et il n'y a pas que la problématique de l'énergétique, il y a la problématique des remplacements de tout ce qui est plastique. Vous avez entendu parler des nanoplastiques et ainsi de suite. Donc, la biomasse en général, et plus particulièrement le bois, c'est ce qu'on pourrait nommer comme une économie circulaire. C'est bon? J'attends que les gens s'installent. Donc, bienvenue à tous. Je suis heureuse de voir que vous êtes nombreux. Surtout, n'hésitez pas, c'est pas un cours au sens strict, c'est plus un échange sur des préoccupations. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas chimiste organicien, je ne suis pas chimiste organicienne de formation non plus. Et donc, il n'y a pas de souci, on peut échanger. En tout cas, j'aimerais bien avoir un petit moment d'échange si vous avez des questions, des choses comme ça. On y est tous? Oui. Merci. Donc, je disais, c'est vraiment du commun, en fait, que tout le monde connaît. On sait que il y a le coût de la matière, donc on établit des ACV de plus en plus, et donc le bois, en fait, c'est vraiment le matériau qui est le premier et le meilleur pour ce qu'on appelle l'économie circulaire. Il n'a pas besoin vraiment d'énergie mécanique ou chimique ou n'importe pour croître. Il y a le soleil, comme beaucoup de biomasse, donc soleil, eau, bien sûr, il y a l'intervention des forestiers, des choses comme ça, bien sûr, mais n'empêche que le coût de production, en réalité, il est très réduit par rapport à plein de choses. Et on peut aussi le recycler à condition, j'ai parlé de produits de préservation au démarrage, qu'il n'y ait pas de produits toxiques là-dessus. La législation, et notamment la législation européenne, elle est de plus en plus drastique pour essayer de faire en sorte qu'on puisse recycler sans avoir des déchets et ainsi de suite. C'est bon. Donc l'industrie du bois, c'est des chiffres, ils valent ce qu'ils valent. Ils sont en fait sur un fichier que j'ai eu au niveau de l'ADEME. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la filière bois? On a des tonnes de matières qui sont là, qui sont présentes, et notamment la matière secondaire de l'industrie du papier. C'est bon? Donc, pardon, du papier. Donc, je dis bien, le bois, on a la filière industrielle, les produits connexes à la scierie. Qu'est-ce qu'on fait, à votre avis, avec des produits connexes à la scierie? Dans le temps, les scieurs priaient
ceux qui faisaient les panneaux de particules pour venir chercher la sciure qu'ils engendraient. C'est terminé avec l'avènement quoi? Des granulés pour le chauffage et aussi des composites bois polymères. Tout le monde sait ce que c'est que les composites bois polymères? Oui ou non? Non. Les composites bois polymères, en fait, et ça, vous allez le voir, on a mené quelques travaux dans ce domaine-là, c'est j'ai une matière plastique, je veux au moins, au niveau de l'environnement, ce n'est pas tricher, diminuer cette quantité parce que certains produits coûtent cher, même le plastique, et le rendre un peu plus recyclable. Je peux mettre à l'intérieur quelques fibres végétales, qu'elles soient de bois ou d'ailleurs, et on s'aperçoit que des fois, ça apporte des choses très intéressantes. Je vais parler, il y a deux types de composites, soit les composites qu'on appelle les tissés, soit des composites qui sont faits avec les moyens de la plasturgie. Tout le monde sait ce que c'est que le platelage des piscines. On peut l'avoir en bois, mais on peut aussi l'avoir avec du plastique, avec des fibres de bois à l'intérieur. Et on peut le colorer. On va avoir l'avantage d'un aspect quelque part de bois, je dis bien quelque part, puisque c'est de la farine qu'on utilise, et aussi les performances du plastique en lui-même. On n'a pas d'écharde, il résiste, on peut le colorer, donc ça peut être très sympa, et ainsi de suite. Ça, c'est un composite qui fait par la plasturgie. Le composite en tissé, c'est l'exemple que je vais choisir, c'est une résine. Généralement, c'est de la résine époxy. On prend des tissés, c'est les coques des bateaux par exemple, un tissé soit en fibre de carbone, soit pétrosourcé, soit en fibre de verre, et on fait la coque de notre bateau. Eh bien, on fait aussi des vélos pour les courses, par exemple le Paris-Roubaix ou n'importe. Et je connais l'histoire, j'ai un certain âge, où un des coureurs a demandé est-ce que tu peux m'alléger la structure et ainsi de suite. C'était avec Linéo, l'entreprise, un stagiaire de chez nous est parti chez Linéo pour travailler sur, on a un tissé comme une toile, comme un tissu qui est fait de lin. Et on met une résine époxy. L'époxy résiste à l'eau. Et on fait en fait l'armature du vélo. Et on s'aperçoit que non seulement il est plus léger par rapport à une fibre de lin, par rapport à une fibre de verre, le poids est inférieur. Donc je gagne en légèreté, mais il a gagné en allègement et en résistance au choc. Vous me suivez? Donc finalement, c'est un composite non seulement quelque part recyclable, même si la part époxy c'est embêtant, mais la part fibre, j'ai utilisé moins de résine pétrosourcée, je suis plus vert. Vous me suivez? Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Donc du coup, cette sciure, on peut l'utiliser, mais on peut aussi aller chercher d'autres choses qui sont notamment venant de l'industrie du papier. Je vais m'expliquer juste après. Nous avons la chance en fait d'avoir une industrie assez florissante, même si certaines scieries, notamment dans les Landes, ferment. Tristement, c'est un triste constat. Nous avons des forêts. La forêt des Landes est la plus grande d'Europe, plantée de la main de l'homme. Donc on a pas mal de choses, non seulement une activité économique et sociale bien présente, mais aussi des coproduits de cette industrie à recycler. J'ai parlé des sciures, mais on peut parler de pas mal de choses aussi. Les secteurs dans lesquels on peut, et je vais aller, en fait, le bois énergie, je laisse ça aux énergiciens. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Je m'abstiens de parler. Le bois, pour moi, à mes yeux, c'est un composite, et celui qui l'a dit le premier, c'est Monsieur Joseph Grill, c'est un composite multi-échelle. C'est bon, j'y reviendrai. Donc, on peut l'utiliser en massif, c'est vraiment sublime. Pourquoi? On a différentes sortes de bois. J'ai parlé du fait que j'enseignais la relation entre la structure et les propriétés. Si on va au bois, on a un matériau poreux, plus ou moins dense, plus ou moins... Et finalement, si on regarde les constituants chez les conifères, donc bientôt c'est Noël, les sapins et ainsi de suite, on a quoi? Des cellules de parenchyme qui restent vivantes, est-ce que ça parle à tout le monde? Qui font la liaison, et on a des trachéides axiales. Tout le monde a du parenchyme radial, tous les conifères, et tous les conifères ont des trachéides verticales. Après, on peut avoir des canorésinifères ou pas, le pin maritime en a. Mais vous voyez qu'avec deux, on a combien de variétés de conifères?
pas mal. Commercialisé aussi. Si on va chez les feuillus, on regarde la structure, on a quoi? On a des vaisseaux, c'est les éléments conducteurs creux, et on a du parenchyme radial aussi, et on a des fibres. Ces fibres, c'est entre guillemets l'équivalent de ce qu'on a chez les conifères. Et moi, je m'arrête là. Avec ça, on va sur tellement d'espèces différentes. Pourquoi? Parce que c'est les combinaisons. C'est beaucoup les combinaisons avec ces éléments-là et leur maturation et les produits qui viennent les enduire et ainsi de suite. C'est plus le nombre de combinaisons est plus important que celui du loto avec les 49 et ainsi de suite. Donc, je disais les innovations, on va aller vers ici. Et juste avant, qu'est-ce que c'est que le bois? Le bois est un matériau qui est constitué de substances macromoléculaires. Ces substances, en fait, on appelle ça les polymères structurels. Parce que la structure de construction d'une cellule ou d'une fibre ou d'un vaisseau, si je veux appeler ça quand il est mort, surtout dans le xylème, on peut parler d'un vaisseau, un élément de vaisseau. C'est des polymères. Nous avons les polysaccharides. Qu'est-ce qu'on a? La cellulose, l'hémicellulose. Je n'aborderai pas la pectine. Tout le monde qui sait qui fait de la confiture, nos grands-mères mettaient de la pectine et ainsi de suite pour épaissir. Et on a de la lignine. C'est bon? Donc les macromoléculaires, la cellulose, l'hémicellulose, que des sucres, la lignine. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle des substances non structurelles, elles ne rentrent pas, c'est peut-être un peu abusif parce qu'elles vont venir affiner la maturité de différentes façons. Ces substances sont d'un faible poids moléculaire et donc elles ne constituent pas la paroi, mais on peut les retrouver sur cette paroi des cellules ou des vaisseaux ou des trachéides. On a en dehors de la matière minérale, on a la matière organique, les composés phénoliques, les tanins sont des composés phénoliques. Je les sors un peu de là parce que je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Tout le monde a entendu parler des tannages du cuir. Et ils ont quelques propriétés intéressantes. Donc le bois, en général, selon les sources, on a des variations en quantité. Donc le ciment entre les fibres, c'est la lignine. Les hémicelluloses, c'est eux directement collés à la cellulose. On a les extractifs, vous voyez leur quantité, 5 à 10%. Chez les exotiques, ça peut être un tout petit peu plus. Et on peut rencontrer, par exemple, comme dans un bois qui s'appelle le bossé, même des minéraux comme la silice à l'intérieur du bois. Ce n'est pas sans poser quelques petits soucis lors de l'usinage. Vous imaginez, si vous avez du verre dans du bois que vous coupez, votre lame, vous devez, quand vous faites du déroulage, la réparer souvent. Donc voilà notre bois. Je pars d'un tronc. Tout le monde sait, ça, je suis certaine, l'écorce, on a l'aubier et le duramen, et on a la moelle qui correspond à la croissance axiale. Matériaux poreux, oui, effectivement, surtout quand je m'intéresse au xylème, il est formé avec ce qu'on appelle une paroi primaire et une paroi secondaire. Tout le monde le sait, ça. Par rapport à une cellule animale, la nôtre, nous n'avons pas de paroi. Nous avons un squelette interne. Ici, chaque élément, puisqu'ils sont morts en général, chaque élément est un squelette. Quand je mets une paroi première et une seconde, je vais vous montrer juste après. Donc, j'ai ma paroi primaire et ma paroi secondaire, tout ça, elle est faite en 3 couches. Et à chaque fois, donc S1, S2 et S3, et à chaque fois, l'orientation de cette cellulose qui me fait la trame, c'est comme si j'avais en fait du béton armé. J'exagère un peu, parce que le béton armé, vous avez le métal et vous avez le ciment. Le béton, pardon. C'est bon. Mais là, on a aussi les hémicelluloses. Donc, on a 3 constituants. J'ai un maillage avec la cellulose. Je reviens dessus. Ma cellulose, c'est des chaînes linéaires. On va voir qu'elles ont des propriétés. Formation avec glucose, 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 glucose. Insoluble dans l'eau. L'amidon, tout le monde connaît l'amidon, les pommes de terre, le riz, c'est glucose, 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 mais le plan de liaison
ici n'est pas le même. Ici, on a une liaison qui est bêta et l'autre, c'est alpha. L'amidon, je peux le manger, il est soluble. La cellulose, c'est super. Et vous voyez, je ne vais pas trop m'attarder avec ce qu'on fait, mais on l'utilise depuis très longtemps, cette cellulose. En quoi le celluloïd, ceux qui ont mon âge ont connu les films des photos. Tout le monde, par contre, les plus jeunes aussi, vous savez, le cellophane, le film. Donc, on fait déjà pas mal de choses. Elle a des propriétés un peu particulières. Donc voilà, je pars et vous me croyez maintenant que c'est bien un composite multi-échelle. Les propriétés, la relation structure-propriété, je ne peux pas l'expliquer seulement ici. Ah oui, il y a du duramen, il y a plus ou moins de l'aubier. Je ne peux pas non plus l'expliquer seulement ici. Je peux aller à la dia suivante. Je peux... il y a le CERMAV qui s'occupe de ça, de tout ce qui est analyse des polymères naturels. Donc CERMAV, c'est C-E-R-M... Ah, CERMAV, V. Donc, il travaille sur l'amidon, sur la cellulose, pas mal sur... Donc, vous voyez, les différences de résistance mécanique sont dues à la particularité de cette cellulose qui est une chaîne linéaire qui peut former des zones cristallines ou pas, et à la disposition par rapport à l'axe de la cellule. Ça nous donne cette diversité. La diversité n'est pas que ce qu'on voit avec les yeux, il faut descendre à l'échelle des polymères et donc aller au niveau chimique pour pouvoir percevoir pourquoi une essence est plus dure. Par contre, j'ai parlé de bois massif et j'ai dit c'est ce que je privilégie. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a tellement de variétés à notre disposition qu'on a plein de possibilités. Ça ne sert à rien de contraindre un arbre, de dire je veux absolument quelque chose de très rigide. Oui, peut-être pour la construction. Quelque chose de très homogène. Oui, peut-être pour la construction. Mais si je veux faire je ne sais pas, des chaises comme on est assis et ainsi de suite, je n'ai pas besoin d'une telle résistance parce que je vais faire un composite, c'est-à-dire un pli, donc une feuille de bois, quand on fait le déroulage, une colle, une feuille, c'est déjà un composite. Vous me suivez? Donc du coup, je peux avoir des performances qui sont assez sympas. Donc en général, on a les extractifs, j'ai dit on peut aller jusqu'à 10, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente, et dans l'écorce, ils sont un peu plus nombreux. Alors, la cellulose, j'ai parlé de sucre, donc c'est du bêta-1,4 sans rentrer trop dans, et l'amidon, ça serait du alpha-1,4. 1,4, pourquoi? Parce qu'on va numéroter les carbones, 1, 2, 3, 4, 5, et le sixième, il est là. Ça lui donne des propriétés, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, une chaîne linéaire, vous savez ce que c'est que la définition d'un cristal? C'est un arrangement régulier dans l'espace. Le diamant est un cristal parce que le carbone, il est tétraédrique dans le diamant, lié à lui-même, il est très tranquille. Le graphite n'est pas un cristal. Ça fait des feuillets qui peuvent se casser. Pourquoi? Parce qu'on a 6 carbones doublement liés les uns aux autres et donc ça nous fait en fait des feuillets. C'est bon. Donc ces zones cristallines vont être très importantes aussi, entre autres critères, dans cette dureté, résistance mécanique, mais aussi dans l'imprégnation. Si j'ai un bois qui n'est pas très durable, ben, il ne va pas forcément me laisser pénétrer mon produit de traitement. Si je veux le lazurer ou le peindre, ben, c'est pareil. C'est bon. Donc ça influence les propriétés mécaniques, cette cristallinité, mais pas que. D'imprégnabilité aussi. Donc les hémicelluloses, je ne vais pas rester trop longtemps dedans, c'est très valorisé parce que quand je vais détricoter le bois, c'est ce qui se passe quand on fait de la pâte à papier, on va chercher cette cellulose et la première des choses qui se détricote tout de suite parce que c'est soluble dans l'eau, c'est les hémicelluloses. On fait des traitements acides ou des traitements basiques et c'est ce qui va... Quelle est la différence avec la cellulose? Ici, on a plein de sucres différents. Donc, on n'a pas une hémicellulose, mais des hémicelluloses et ainsi de suite. Ils sont valorisés dans quoi? Bah, pour faire du furfural, par exemple, ça c'est pas mal, ou pour faire des additifs dans le monde alimentaire, c'est très utilisé
parce qu'en fin de compte, on va récupérer les sucres et on pourra les séparer. Donc on les utilise dans pas mal de choses. Et voilà ce qui m'intéresse un peu plus. Parce que ça, quand j'ai parlé tout à l'heure d'économie circulaire, quand j'ai parlé de valoriser les coproduits du bois, quand j'utilise ma cellulose sur laquelle beaucoup écrivent, je mets de côté ma lignine. La lignine, ce n'est pas un polymère de sucre comme les hémicelluloses et la cellulose. C'est un polymère phénolique. Si par curiosité vous regardez vos médicaments, la plupart ont des noyaux aromatiques quelque part, les parfums aussi. C'est bon. Les substances actives en général, c'est pas toujours, mais en général, ont des noyaux aromatiques. Un noyau aromatique, c'est un noyau benzinique. C'est bon. Donc l'unité de base, on la connaît très bien. C'est bon. C'est un phénylpropane. Ça, c'est connu. Mais pareil que pour les hémicelluloses, il n'y a pas une lignine, mais il y en a plusieurs. Je vois une personne que ça fait sourire. Non, non, vous êtes joyeux de m'écouter, donc c'est bien. Ce qui m'intéresse, moi, bon, j'ai laissé le blabla, vous allez voir, et vraiment, je vous prie de m'en excuser. J'ai fait ça à l'arrache, et c'est naturel pour moi parce que je suis née dans une ville qui existe et qui s'appelle l'Arrache. Donc, désolé. Mais c'est vrai, ça existe. Donc, du coup, on estime les tonnes produites. Et donc, au minimum, les chiffres ne faut pas. Il faut juste se dire que cette lignine, toutes les lignines produites, là, le chiffre, il est sûr, moins de 5% sont valorisés pour faire du matériau. Moins de 5%. Et ça ne coûte rien, en fait, jusqu'à présent. Jusqu'au jour où on va avoir des domaines d'application intéressants et ça va faire comme les sciures. Les sciures, j'ai dit, on peut faire des panneaux de particules, on peut faire aussi des bûchettes et ainsi de suite. C'est bon? Donc on a une production de pâte à papier qui continue à être faite et on a aussi un coproduit qui n'est pas valorisé à sa valeur vraiment. Il est utilisé comment? Comme carburant pour ces usines qui, en général, travaillent avec, elles ont, comment dire, des chaudières biomasse. Mais on peut aussi brûler la lignine, elle a un pouvoir énergétique assez intéressant. Le problème, c'est que dégage-t-on aussi dans l'air? C'est bon, donc la production papetière, classiquement, c'est soit le procédé Kraft, soit le procédé bisulfite. À ma connaissance, les bisulfites, il y a Rayonnier qui fait de la pâte bisulfite. C'est bon? Ils sont rares. Rayonnier, c'est maintenant, c'est canadien depuis déjà quelques années. Ils continuent à la faire, mais une partie de leur lignine, lignosulfonate, ils essayent de la transformer en Kraft. Pourquoi? Parce que le marché est important et je vais vous expliquer ce qu'on fait plutôt avec les Kraft au travers des travaux que nous avons menés parce que j'ai travaillé avec, mes doctorants ont travaillé avec de la Kraft qu'on a extraite, de la Kraft qu'on a achetée, de lignosulfonate parce qu'on voulait valoriser du local et ainsi de suite. Et on a quelques différences et on a travaillé aussi avec une que nous, on a extraite nous-mêmes. Donc, comme je le disais, c'est 95%, donc voilà les 5% qui sont valorisés seulement. Je vais vous passer les différences, c'est pour ça que je m'expliquais. Je m'excusais pour le blabla, vous en avez la confirmation ici, il y a trop de trucs. C'est un procédé avec plutôt une base au démarrage, et ici c'est plutôt acide, c'est bon. Et puis l'organosolve, il est depuis les années 80-90. Pourquoi organosolve? Parce qu'en fin de compte, on a essayé, comme j'ai dit, la législation nous pousse à utiliser des procédés qui soient le plus respectueux de l'environnement. Acide fort, base forte, c'est caustique et ça endommage les installations et c'est coûteux. Un solvant plutôt tendre, on arrive à avoir, vous allez le voir aussi au travers de ce qu'on a mené comme travaux, des choses plus pures aussi, mais ça pose aussi quelques problèmes. Donc la lignine varie, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. On n'a pas une lignine, on en a plusieurs. L'unité de base, oui, mais ça change de l'une à l'autre. Donc voici la lignine, on a 3 unités, c'est toujours les phénylpropane.
Et ces unités, eh ben, on sait que on ne va pas les retrouver de la même façon chez les gymnospermes que chez les feuillus et chez les conifères, en fait. On n'a pas les mêmes choses. Ou chez le bambou, qui est très utilisé en Asie aussi. Donc, on peut savoir, et c'est un contrôle qu'on fait quand les camions arrivent dans les usines à papier, ils ne vont pas les trier morceau par morceau, ils mettent sa décharge et tout. Et le procédé a été fait pour tout ce qui était conifère. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on utilisait des conifères pour faire de la pâte à papier, à votre avis? La longueur de fil? Absolument. La différence entre un feuillu et un conifère, c'est que les fibres, donc les éléments conducteurs, sont fermés. C'est comme vraiment quelque chose qui est comme ça et fermé, alors que chez les feuillus, c'est plutôt des gouttières qu'on assemble avec une interconnexion plus ou moins ouverte ou fermée. Vous me suivez? Donc effectivement, ma longueur de fibre, si je m'intéresse au pain maritime, les chiffres valent ce qu'ils valent. J'ai 2-3 mm. Donc je peux l'avoir avec mes yeux. C'est bon? Et elles sont plus longues que les éléments de vaisseau chez les feuillus qui sont plus petits. Donc forcément. Mais l'état des choses est que je me souviens, je vais raconter ma vie, qu'à l'époque, on a eu, par exemple, une tempête, on n'a pas eu beaucoup de pain maritime sur pied et ainsi de suite, et il y avait un monsieur qui s'appelait Acotigno, qui était directeur d'une usine qui faisait ça, et qui a dit, bah, je vais mettre un peu de feuillus, et on va voir, c'était de l'eucalyptus, et on va voir ce que ça donne. Bah, finalement, ça remplissait le cahier des charges, donc du coup, on n'a pas. Mais n'empêche que il faut être vigilant parce que le process, la pureté de la pâte, est-ce qu'on fait des mouchoirs, est-ce qu'on fait du papier absorbant, est-ce que... Il y a plein de choses qui sont derrière ça. Donc c'est une façon, comme je le disais, on peut savoir si celui qui nous a fourni la matière première nous a triché un peu et nous a mis un peu trop de feuillus parce que je n'attends pas les mêmes propriétés. C'est clair pour vous? C'est parfait, c'est parfait. Donc, mince. Donc, du coup, oui, les domaines d'application, on va passer rapidement. La majorité, c'est comme combustible. Additif dans le ciment, on le connaît, oui. Nous, on a eu une intervention par quelqu'un qui vient du Brésil, où il y a une grosse production papetière là-bas. Et l'essence qu'ils utilisent, c'est de l'eucalyptus. Oui, tout le monde veut utiliser et valoriser l'eucalyptus, c'est certain. Croissance rapide, tout le monde veut aller vers une croissance rapide. Alors, quelle est la valeur et la qualité du papier? Il y a plein de papiers. Le meilleur, entre guillemets, mais c'est les Tunisiens qui le disent, et les Japonais. Le meilleur, c'est le papier d'Alpha. L'Alpha, c'est l'Oya qui est sur nos côtes à nous. C'est une plante toute fine, petite, qui permet en fait de lutter contre l'érosion et ainsi de suite. Et le papier a telle qualité que les Japonais, c'était leur acheteur principal, faisaient les billets de la monnaie avec ça, parce qu'on pouvait faire plein de choses. Il y avait un cigarettier, je me souviens plus, américain, qui faisait aussi le truc des cigarettes avec ça, le papier à cigarette avec ça. Mais voilà, on peut faire, oui. Le papier russe, on peut faire, mais ça dépend de la qualité. Il n'y a pas un papier, il y a des papiers. Même pour écrire, si vous écrivez avec un stylo à billes, vous voyez que parfois ça tâche, alors que quand vous allez acheter les cahiers à la rentrée scolaire, vous avez différentes qualités, et pas toutes. Et quand on va vers de l'emballage de luxe, ils vous demandent une autre qualité de papier. Donc en fin de compte, peut-être que c'est très bien, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, mais la destination finale ne remplit pas tous les cahiers des charges de tout ce qu'on peut faire avec les conifères. Si je veux une résistance mécanique, c'est sûr que pour moi, c'est un conifère, parce que la longueur de la fibre. Mais c'est super d'aller chercher d'autres choses. C'est bon, c'est vraiment, constructif en fait. On a besoin de valoriser le local. L'eucalyptus, ils en ont pas mal.
C'est bon. Donc, du coup, matériaux et ainsi de suite. Et puis là, on vous parle de l'organosolve, c'est celui qui utilise vraiment de l'extraction avec des solvants respectueux de l'environnement. Et on a une société canadienne qui a fait de la résine phénolformaldéhyde. On l'a fait nous aussi, encapsulation de circuits, de cartes de circuits imprimés. On fait des circuits imprimés avec de la cellulose. Et ainsi de suite. Mais la liste n'est pas exhaustive. Application alimentaire, on a Maïs Sadour qui faisait les granulés d'alimentation pour le bétail et pour le lier, c'était de la lignine qu'ils utilisent. Ce n'est pas nocif, c'est bon. Donc c'est un excellent liant. Les valeurs ajoutées, c'est pareil, tout le monde connaît la vanilline qui n'est pas du tout de la vanille. Quand on fait aussi des spiritueux, on va chauffer le bois et on va avoir des arômes qui se développent et selon le degré de chauffage, l'origine du bois, sa nature et ainsi de suite. Donc, et là, en fait, la lignine directe, quelle que soit qu'elle vienne de conifères ou de feuillus, on peut en faire la vanilline, ça se vend et il n'y a pas de problème. Et c'est une valeur ajoutée assez forte. Si vous dites à quelqu'un, je vais vous fabriquer un produit, mais qui se vend pas très cher, il aimerait mieux aller vers la pyramide. La pyramide, ça va. En haut, c'est la pharmacie, la cosmétique, vous le savez bien. Si je veux avoir une valeur ajoutée, il faut que j'aille au sommet cosmétique, et ainsi de suite. Donc, les substances de petits poids moléculaires, ce qu'on appelle les extractibles. Pourquoi? Parce qu'on peut les extraire. L'écorce, c'est la plus riche en général. On peut les extraire avec des solvants et ainsi de suite. Le petit souci, c'est que ils sont, peut-être pas en quantité importante, mais par contre leur rôle est important. Et vous voyez que selon les sites géographiques, on peut avoir des petites variations selon. Donc, c'est pas parce qu'un chêne est un chêne, quand il va pousser ici ou qu'il va pousser dans les Vosges, on va aller privilégier d'aller chercher le chêne des Vosges pour faire des tonneaux pour le vin et les spiritueux. Vous m'entendez? Alors que pourtant, c'est du chêne. Donc, les extractibles ont beaucoup d'importance, ils donnent l'odeur, la couleur et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le Soxhley, c'est juste pour information. Qu'est-ce qu'on met? On met une cartouche, on met la sciure à l'intérieur. Une cartouche en quoi? En cellulose. Pourquoi en cellulose? Quelqu'un a déjà utilisé le Soxhley? Pourquoi en cellulose? Parce qu'elle est inerte. C'est bon, elle n'interagit pas, elle résiste au solvant. Elle ne se dissout pas. Et puis elle ne participe pas à la réaction. Et ça, c'est tant mieux pour nous. Donc la cellulose, vous la retrouvez dans plein de domaines, en fait. Elle est biocompatible. Je peux faire des prothèses avec de la cellulose. Vous me suivez? Je vais pas vous... Les domaines de valorisation de la cellulose, ils sont hyper nombreux, mais que fait-on des déchets comme la lignine et comme certains extractibles? Donc le Soxhley, je mets une cartouche en cellulose, à l'intérieur je mets de la sciure, et je bouche avec du coton pour mon solvant, je le mets ici. Selon la nature du solvant, il va s'évaporer et monter, et après il va être refroidi. Ici, on a refroidisseur, et on va en fait faire des cycles de lavage. C'est bon, ma sciure, ça va monter et redescendre, et donc ça va se colorer, et après il faudra que j'enlève le solvant qui est ici, et je récupère ma poudre, ou ma résine, ou ce que vous voulez. C'est le truc tranquille. Leur responsabilité, comme je l'ai dit, la couleur, ils peuvent aussi être gênants ou favoriser le collage, les finitions, le blanchiment aussi. Il en existe répertorié 4 catégories. Les terpénoïdes, c'est qui c'est qui connaît notre collègue, le professeur Stéphane Grelier, qui est de Bordeaux. On se connaît tous, ça c'est vrai. Mais il travaille pas mal sur les terpénoïdes, et nous, on va s'intéresser pas aux alcaloïdes, pas aujourd'hui, ni demain non plus, mais surtout aux polyphénols. Et quand je dis on va s'intéresser, vous voyez qu'on a 8000 genres. Je vais m'intéresser aux polyphénols et plus particulièrement aux tanins. Qui c'est qui connaît professeur Antonio Pizzi? Qui c'est qui est à l'INSTIB? Personne. Il est retraité maintenant, mais c'est l'un des spécialistes des tanins et des résines à base de tanins.
Et je lui rends hommage parce que mes premiers pas dans le domaine des tanins et du collage, c'était avec lui aussi, avec Bertrand Charrier et lui, donc on s'est mis là-dessus. Les tanins, il y en a deux types. Les tanins hydrolysables, on a un très beau institut qui s'appelait à l'époque Institut Dupin, qui ne s'appelle plus comme ça parce qu'on est allé plus sur la chimie pure et dure, et qui travaillait sur les tanins hydrolysables. Tout ce qui est vinification et ainsi de suite, c'est ça. Et on a les tanins condensés. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, ces tanins condensés, donc les hydrolysables, c'est des esters, ils se polymérisent selon qu'on est en milieu acide ou milieu basique, les réactions peuvent changer. En milieu acide, on obtient ce qu'on appelle la bakélite. C'est bon, je suis fatiguée, je fais cours depuis 8 heures. Désolée. Mais la bakélite, quand vous faites ça, il polymérise, vous avez l'impression d'avoir un bout de verre dans vos mains, en milieu acide. Donc, je dis bien, a priori, selon une étude, on a les tanins les plus importants, c'est en quantité 60% à peu près, on va dire 50 pour rester raisonnable, même si je suis méditerranéenne. L'écorce la plus riche en tanins, c'est ici, c'est l'acacia, c'est bon. Mais il ne suffit pas d'être riche en tanins. Il faut aussi qu'ils soient réactifs. Vous avez vu leur structure, et donc on va voir, c'est une structure phénolique avec des réactivités qui sont différentes, c'est bon. Et donc, pareil pour les tanins condensés, ce qu'on utilise pour faire des résines, c'est le tanin de mimosa, le tanin de quebracho, le gambier, le pin radiata, et j'ajoute, et le pin maritime, parce que nos travaux ont été faits sur le tanin de pin maritime. Et donc, il faut aller voir est-ce qu'ils sont réactifs ou pas. J'ai dit qu'au niveau de la réactivité pour faire des cols, ils ne sont pas tous équitables. Donc, du coup, on a testé la réactivité des tanins de pin maritime et c'était super. C'est bon. L'important, c'est de valoriser, puisqu'on tient à avoir une économie circulaire, utiliser plutôt le local. C'est mieux. Au niveau de la CV, on gagne des points. Vous avez suivi? Donc, du coup, les secteurs de valorisation, je vais parler de quoi? De mélinine, pas en tant que seulement adhésif, et surtout des extractibles. Je vais laisser tout ça, vous connaissez les papiers, cartons, isolants, composites et ainsi de suite. Les hémicelluloses, j'ai parlé, tensioactifs, bref. Et donc, on ne peut pas parler de tout. Le marché du textile, vous pouvez voir qu'on peut faire du textile, des tensioactifs, ce que vous voulez. Ce n'est pas là-dessus que je vais m'attarder. J'ai peur de ne pas être à l'heure ensuite. Je vais parler des besoins en résine. Pourquoi? Parce que c'est sur ça que je travaille. C'est bon. Et il vaut mieux parler de ce qu'on connaît plutôt que de me lancer sur de la cellulose ou des choses comme ça. Et donc, on a différentes entreprises. Vous voyez qu'on a pas mal d'entreprises qui sont dans le sud-ouest, dont Eger, Darbo, il y a Finsa aussi. Donc, ils avaient à l'époque des besoins en quoi? En résine biosourcée. Mais ce n'est pas les seuls. Ça, je vous l'ai donné pour vous parler des époxydes que j'ai évoqués tout à l'heure. Bonne résistance à l'eau. Les phénoliques, peut-être pas tellement. Et donc, il y a des gens qui s'occupent de faire et de développer des résines de différentes sortes, avec différentes propriétés. Moi, je reviens à mes résines phénoliques. Les résines phénoliques sont très importantes. Elles sont utilisées dans l'automobile, la construction et ainsi de suite. Connaissez-vous le polymère ou la résine polymère, si vous préférez, ou comment dire, le plastique? On va parler, la résine phénolique, c'est un thermodurcissable, mais en général, c'est quel type de mousse ou de polymère ou de résine, parce qu'il fait les trois, qui est vraiment le plus utilisé dans le monde. On le retrouve même dans nos lits, parfois même dans nos oreillers, sur les assises de nos voitures. Le polyuréthane. C'est vraiment en quantité, c'est celui qui est le plus utilisé. Le polyuréthane, c'est pas pour le crucifier, mais il brûle.
Pas les phénoliques, elles ont une résistance à la température et à la chaleur qui est plus importante. C'est bon. Et donc, les résines phénoliques, on note une croissance et une demande annuelle qui va augmenter de 4,8%. C'est des chiffres à prendre avec des pincettes toujours, mais n'empêche, c'est un grand marché. On prévoit les prévisions sans ce qu'elles sont. Je reviens au pain maritime, c'est pas sauter du coq à l'âne, mais c'est simplement parce que je vais parler de résine. Et les résines, j'ai parlé d'usines qui avaient des besoins. Donc, on a démarré nos recherches dans ce domaine. Le premier domaine que j'ai abordé et qui était un peu plus dans le domaine de la chimie plutôt que de celui de la préservation, c'était pouvons-nous faire des cols pour remplacer la colle phénolformaldéhyde et que ces colles, vous avez vu, l'éthanol c'est des structures phénoliques, la lignine c'est des structures phénoliques. Donc on a démarré avec l'éthanol, c'est bon. Donc on peut détricoter, avoir des fractions lipidiques, terpéniques, faire de la conversion chimique ou aller sur les polymères, moi je vais là. Pourquoi pas ici? Il y a des gens quand ils veulent faire du biosourcé, ils vont détricoter. Qu'est-ce que c'est qu'un syntron? C'est le monomère. C'est une question que je vous pose. Il faudrait qu'on prenne du recul. C'est pas parce que un monomère est issu d'une biomasse renouvelable qui, lui, va me fabriquer un produit qui est vert et que je pourrais recycler. Donc, et puis aussi, peut-être simplement par complexe, je ne suis pas chimiste organicienne, donc je reste là. J'utilise les déchets tels qu'ils viennent ou presque. C'est bon? Donc, les développements des matériaux biosourcés, oui, on a des besoins, ça c'est sûr. Et pourquoi? Pour remplacer tout ce qui est pétrochimique, j'en ai parlé, désolé d'insister. Les domaines d'utilisation sont larges. Donc, on a parlé de sciure, on a mené un travail sur un composite, c'était un polymère plastique. C'était pour le semelle de chez Nike et ainsi de suite, c'était Arkema qui faisait les semelles pour pas mal de chaussures de sport. Il faut qu'elles aient une certaine rigidité, résister au frottement et ainsi de suite. Le brevet a été déposé au démarrage. Le deal, donc je vous parle de mes travaux de recherche, le deal était, est-ce qu'on peut utiliser le pain maritime pour pouvoir au moins diminuer la part de polymère parce que c'est un polymère technique et ce polymère technique coûte extrêmement cher. La concurrence mondiale sur les semelles de chaussures, il y a des chaussures de sport que vous pouvez acheter 20 €, 50 €, des fois 120, 200 et ainsi de suite. Donc c'est un marché concurrentiel. Ils voulaient diminuer, ils nous disaient au minimum on veut diminuer la quantité de polymère en mettant quelque chose de biosourcé. On est parti avec de la farine de pain maritime, c'est bon, et on s'est aperçu que non seulement on gagnait en sous, parce qu'on utilisait moins de polymère, on devenait plus vert parce que moins de polymère, mais aussi on gagnait en fait en résistance thermique de l'échauffement de la semelle. Et donc Arkema a déposé, ils ont continué à travailler là-dessus, et nous en tant qu'universitaires, on a arrêté, oui. Et en performance Ils voulaient les mêmes performances que ce qu'ils avaient, hein, sinon c'était niette. C'est bon. Techniquement, c'était quoi? Les performances mécaniques, bien sûr, la résistance à la chaleur, au frottement, donc mécanique aussi. Ah oui, oui, ça, ils ont une exigence qui est très, vraiment précise. C'était du polyamide. Ce qu'on a utilisé, c'est un copolymère qui s'appelle Pebax. Donc un copolymère vraiment très technique, et voilà pourquoi il coûte cher. C'est bon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Des résines phénoliques, je vous ai expliqué le pourquoi, pour essayer aussi d'aider les entreprises qui sont locales. On a démarré avec l'éthanol pour remplacer le formaldéhyde, le plus petit des aldéhydes, un dialdéhyde qui cause des problèmes de santé classés vraiment comme toxiques, et le phénol. Une usine qui a du phénol chez elle, elle est classée Seveso. Vous savez ce que c'est Seveso? C'est un contrôle annuel, on arrête tout, le temps nécessaire, vous imaginez, le temps nécessaire pour tout fouiller, même les robinets des toilettes. Donc, du coup, on a remplacé par les lignines et l'éthanol. Les premiers, comme je l'ai dit, pour faire quoi? On a fait des cols, on a fait des revêtements et on a fait des matériaux poreux.
c'est les travaux qu'on a menés. Donc l'école verte, bien sûr, c'est pour réduire l'émission de formaldéhyde. Donc on a essayé de remplacer une partie du phénol, ou voire tout le phénol, par notre tanin. Il a fallu aller l'extraire parce qu'on pensait que c'était beaucoup mieux de l'extraire. Pourquoi? On a travaillé avec du tanin venant de chez qui? Eh bien, Bioland, l'une des grandes entreprises, pas seulement locales, mais aussi au niveau national et international. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un grand nom dans tout ce qui est, purification. Il travaille aussi pour de grands parfumeurs. Et DRT, dérivés résiniques et terpiniques. Et donc, l'écorce, ils sortent pas mal de choses de dedans. Et finalement, ils nous ont dit toujours, si c'est pour faire de la colle pour les panneaux de particules, ils ne nous paieront pas aussi cher que ceux qui sont nos acheteurs actuels, qui sont dans le domaine de la pharmaceutique ou de l'alimentaire. C'est un antioxydant connu, donc ça ne les intéressait pas de vendre à ceux qui font de la colle. Vous m'avez suivi? Donc du coup, on a été l'extraire. Il a fallu voir s'il était réactif, s'il n'était pas réactif. Il y a eu des travaux de Lucie, il y a eu des travaux aussi sur d'autres, sources de tanin, qui sont les grenades. On a travaillé aussi sur l'acacia. Il ne pousse pas seulement en Amérique du Sud, mais il était en Australie et ils ont fait le test au Maroc pour pouvoir voir s'il réussissait. Et finalement, il réussit très bien. Pourquoi? Parce que le tannage du cuir, c'est une tradition marocaine, donc pour pouvoir le faire. Après, le petit problème, c'est comme j'ai dit, on regarde la réactivité des tanins, la lignine telle qu'on peut l'extraire, qu'elle soit Kraft, lignosulfonate ou organosolve, sa réactivité n'est pas terrible. Donc il faut la fonctionnaliser. Généralement, il faut la fractionner et la fonctionnaliser. Donc, et pour pouvoir faire ces résines, et puis c'est ce que j'ai dit, donc les premiers travaux, je vous en ai parlé, c'est pour remplacer les phénolformaldéhydes, et on a fait des travaux avec tanin et amidon. Pourquoi l'amidon? On est dans les Landes, le maïs. Il n'y a pas de compétition avec la nourriture humaine, je vous le garantis, aucune. Pourquoi? Parce que j'ai visité l'entreprise, c'est une coopérative, et c'est Maïs Adour, et finalement, il y a du maïs pour l'alimentation humaine, de l'alimentation animale, et des résidus qui restent, au lieu de les jeter, comment pouvons-nous les valoriser? C'est bon, plein de sucre, l'amidon, j'en ai parlé. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Une grande fierté, c'est vieux, hein. Il est professeur d'université à Settat, au Maroc. C'est vraiment, c'était le chouchou d'Antonio Pizzi parce qu'il a publié vraiment pas mal. Et donc, on a fait des panneaux chez Egger, et ces panneaux, on a remplacé seulement, tristement, 20% de la colle, donc du phénol, par du tanin, et ça marchait vraiment bien. Les panneaux étaient classés par le FCBA, c'était une très très jolie coopération. Voilà, je passe un peu vite parce que sinon, malheureusement, le temps que je vérifie, je parle beaucoup. J'espère que personne n'est sous. J'ai pas de Doliprane, je suis désolée. Donc, vous allez entendre parler de xylomate. Eh bien, le premier, c'était dans le cadre de BEMA, c'était un projet qui est parti de 2011. On a pas mal de monde, on se connaît tous et c'est un grand bonheur. On n'est jamais le spécialiste de tout seul, mais qu'est-ce que c'est beau la coopération. Vous avez un échantillonnage, donc voilà. Vous retrouverez des personnes venant de tous ces lieux ici, au GDR. Le GDR, c'est vraiment aussi quelque chose de merveilleux qui nous permet à tous ceux qui travaillent sur ce beau matériau qu'est le bois, quelle que soit l'acoustique, la mécanique, la chimie, l'histoire, et vraiment de nous rencontrer et d'échanger. Et je suis heureuse d'être face à vous aujourd'hui. C'est bon. Donc j'ai parlé du collage, on a eu des résultats qui étaient assez intéressants. J'ai parlé à l'époque de la fin de thèse d'une substitution à 20%, panneaux en intérieur, utilisation, problème de prise extérieure, c'était pas terrible, mais ça marche. Ils ont continué là-dessus, c'est bon. Où est-ce qu'ils en sont au niveau industriel actuellement? Je mentirais en disant que je le sais. Donc, je me suis tournée
vers les amours premières, la protection du bois. Est-ce qu'avec ces tanins, qui sont des antioxydants bien connus, on tanne les cuirs, donc ça empêche l'accroissement de micro-organismes, on pourrait traiter le bois. Et aussi en m'intéressant à la lignine, vous allez voir que j'ai pas mal de travaux, soit avec de la lignine craft, soit... Le but est d'élaborer, le matériau bois, c'est vraiment sublime, mais il est plus ou moins, selon les essences, sensible à la moisissure, aux insectes, au feu, aux UV et à l'eau. C'est ses ennemis. Plus ou moins fortement affectés selon les essences, vous le savez bien. Si je fais un traitement du bois, qu'il soit un traitement par imprégnation ou un traitement de surface qu'on appelle les cotines, il faudrait un pour protéger contre les champignons, un pour les insectes ou un double, un contre le feu, un contre l'eau, un contre les UV. C'est impossible. Pourquoi impossible? Ça fait trop. La législation européenne, et je vous en ai parlé au début, fait en sorte de limiter les produits et le nombre de produits de traitement. Donc le rêve, on n'y a pas encore accédé, mon rêve à moi, mais je m'en vais bientôt à la retraite, je ne sais pas si le dernier thésard que j'ai actuellement finira, c'est d'avoir un produit polyvalent qui préserve de tout, tout en utilisant les résidus de l'industrie forêt papier. Donc là, on a fait un travail, c'était un travail collaboratif avec mes collègues espagnols. On est en transfrontalier, Saint-Sébastien, il y a plein de choses à faire, on se connaît bien, pas seulement les bars à tapas, mais aussi des restos. Oh, c'est sympa. Et aussi des restos gastronomiques en nombre. Donc, on revient à notre tanin. Le deal était de faire un traitement, notamment anti-feu. Pourquoi? Parce que le fluor, le chlore, le brome, ce sont des halogènes. Et c'est dangereux. Le blanchiment de la pâte, il est pas indédible, mais presque, vous voyez souvent, chlore-free, pour blanchir la pâte à papier. On fait de l'H2O2, de l'eau oxygénée plutôt que du chlore, parce que quand vous le relarguez dans la nature, on peut parler de sa réactivité, c'est affreux. Donc, du coup, il a fait quoi? Il a testé aussi, parce que c'est un travail transfrontalier. Nous, on avait nos lignines qu'on extrayait de notre pain maritime, mais il en a extrait aussi des coques d'amandes. Pourquoi? Parce que l'Espagne a des coques d'amandes à valoriser. On cherchait la résistance au feu, et donc, du coup, on a fait ce qu'on appelle un nanocomposite en mettant à l'intérieur de la silice. Mais il y a différents types de silice. Et en testant si c'était résistant ou pas, et effectivement, il a modifié la lignine, je vous ai dit, donc il a glyoxalé et puis il a fait une hybridation. Hybridation, c'est quand on mélange l'organique, donc la lignine, avec l'inorganique, c'est la phase silice, moins de 5%, dans ce qu'il a fait. C'est pour vous passer, vous voyez en fait c'est le poste, il y en a plein, des différents. Vous allez voir dans un autre domaine, c'est le théos, je passe relativement rapidement. On a vraiment obtenu une résistance au feu. Pourquoi l'organosolve? Mince, zut. Pourquoi l'organosolve? Parce qu'on n'a pas de sulfure. Vous avez vu que dans le process de Kraft, il y a aussi du sulfure. Vous vous souvenez? Base sulfure. C'est celle qui est la plus produite dans le monde et nous, on voulait quelque chose de propre parce qu'on voulait en fait la maîtriser. Je voulais pas qu'on la coupe en tout petits morceaux, donc des monomères, mais je voulais quand même avoir quelque chose qui soit maîtrisé. Pourquoi maîtriser? Parce que vous allez le voir quand on arrive aux mousses, et j'espère qu'on y arrivera en temps et en heure. Si je parle comme ça va être dur. Pourquoi? Parce que les entreprises qui vont acheter ça vous disent oui, mais moi je veux quelque chose de reproductible, je veux vraiment demain, après-demain avoir la même chose. Problématique des matières biosourcées et des polymères issus du bois, c'est leur variabilité. J'en ai parlé au début, aussi bien pour les tanins que pour tous les autres. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on a fait un test, il a été à l'IRG, c'est un congrès qui c'est qui connaît l'IRG? C'est le groupement de recherche international de recherche autour de la préservation du bois. Et effectivement, c'est
un revêtement tumescent, ça fait comme des cloques et ça stoppe le feu. Et donc, ça a été fait dans des normes et il y a vraiment une résistance. On a continué le travail avec, cette fois-ci, une autre thèse. Donc, on avait l'aspect résistance au feu. Est-ce qu'on pouvait avoir le second aspect, résistance à l'eau? C'est bon. Donc, pareil, elle a fait des formulations. Vous allez voir qu'on a changé un peu notre histoire. On est parti cette fois-ci sur de la Linicraft. Pourquoi? Pour rendre quelque chose de moins cher, parce que disponible comme résidu des industries papetières. Vous avez vu les volumes que je vous avais montrés avant, ils sont importants, donc autant aller là-dessus. Et puis aussi, on peut en acheter qui est déjà fractionné, c'est ce qu'on appelle les bioraffineries. Rayonnier font de la bioraffinerie, ils ne font plus les couches, les papiers absorbants, ils fonctionnalisent la cellulose et ils donnent. Vous voulez faire ça, je vous donne la cellulose qui va vous permettre de le faire. Vous me suivez? Ils ne sont plus en concurrence avec les papiers absorbants et tout. Bioraffinerie, c'est très intéressant. Les résidus industriels, en fait, pourquoi un résidu industriel? Parce que quand on a l'écorce de pain maritime, on reste toujours sur le pain maritime. Cette fois-ci, et même celle qui est vendue là, on va aller réellement sortir l'éthanol. Je vous ai dit, ceux du pain maritime, ils sont valorisés avec une valeur ajoutée plus importante que pour nos revêtements. Donc on prend les résidus de cette eau d'extraction. Et on s'est aperçu, c'est Montésar, vous l'avez peut-être vu ou croisé ou vu son poster, Younes Senhaji, il travaille sur ça et on s'est aperçu qu'on avait des terpènes. Moi qui ne voulais pas aller sur les terpènes, et ben finalement on y est. J'ai eu un autre truc avec toujours ces lignines. Je vous avais parlé des silices qu'il y a, tout à l'heure on a vu POS, sur le revêtement du bois, on a vraiment une résistance à l'eau et au feu. Et puis là, c'est un collègue palois qui est dans le même laboratoire et donc dans la même équipe que moi. Il me disait, ah mais comme il a eu des prix, mon étudiant, est-ce que tu veux pas qu'on teste ça sur tout ce qui est corrosion? Je ne suis pas dans le domaine de la corrosion, mais je veux bien voilà, faire des travaux dans ce domaine. On a l'industrie aéronautique pas très loin. Et donc, du coup, il a eu aussi un prix, il a eu la médaille d'argent, qui est généralement pas donnée à des chimistes du bois, mais ça a été vraiment une fierté. Et je n'ai pas amené les échantillons, on a testé la corrosion, et sincèrement, je vous garantis que ça fonctionne. Il y a une seconde, c'est jamais à 100% tout, parce qu'on voudrait avoir un film bien lisse. Le petit souci, c'est qu'on a, voilà, c'est les objectifs. C'était pour ça, je passe un peu rapidement, parce que je vois l'heure, et puis j'ai ma collègue. Donc on a fait... 20 minutes, dans 20 minutes, ça s'arrête. Oui, 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 très bien. Donc je vais... On a, en fait, on a notre surface de silice qui fait comme une trame, c'est les résultats dont je vais vous parler, et ma lignine qui se ferme sur elle, c'était de la Linicraft qu'on a acheté cette fois-ci et fonctionnalisée, elle vient faire comme des billes au-dessus. Et nous, on voudrait avoir une surface. Comment est-ce qu'on a fait? C'est EISA, c'est la technique, c'est par évaporation de solvant. On peut fabriquer des films, on enduit et on fait évaporer le solvant et ça vous fait un film régulier en principe. Donc c'est en bonne voie, on a des angles de contact qui sont pas mal, on a une résistance, mais le travail se continue. C'est bon, parler de colle avec des résidus, on a parlé de protection du bois avec vraiment cette envie d'avoir un produit polyvalent. On a au moins 2 fonctionnalités qui ne sont pas si mal que ça, et avec les produits les moins chers possibles. Et on n'a pas parlé de durabilité, mais on a espoir que les phénoliques peuvent avoir. On ne l'a pas testé pour l'instant. Donc du coup, je me suis dit, il y avait des besoins, il y avait une usine de polyuréthane qui avait cramé et ainsi de suite, et je me suis dit, le polyuréthane est partout, les phénoliques aussi, puisque je peux avoir du matériau, pas seulement une résine phénolique thermodurcissable pour le collage, mais pourquoi pas aller, vu les résultats encourageants qu'on a eu dans les 2 domaines que j'ai cités précédemment, pourquoi pas aller vers le domaine de l'isolation du bâtiment. Vous savez que c'est un gouffre énergétique et la rénovation est hyper importante. Donc, je voulais, avec ce produit phénolique, tester est-ce qu'on peut ou pas avoir
une mousse. Certains me diront que, oui, c'est un matériau poreux ou un truc. Pourquoi une mousse? Parce que, généralement, sur l'Asie, on attend une croissance assez importante, un peu moins au niveau mondial, mais on a des besoins qui sont bien présents. Donc, du coup, au niveau des mousses phénoliques, là, c'était les mousses en général, au niveau des mousses phénoliques, il y a aussi une croissance qui est attendue. Donc, c'est un marché qui est bien là, on attend vraiment des choses. Et donc les mousses phénoliques ont pas mal de propriétés que les polyuréthanes n'ont pas forcément, par exemple la résistance aux produits chimiques et surtout une excellente résistance au feu. C'est bon. Donc le but c'est de remplacer pas celle-ci, mais celle-ci, les phénoliques, pas celle-ci. Pourquoi? Il y a déjà eu des travaux pour faire des mousses rigides polyuréthane. Est-ce que vous savez de quoi est constitué un polyuréthane? Non? Alors, ceux qui savent, est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, c'est pas un examen. C'est quoi un polyuréthane? Non. Mais au moins, vous répondez, les autres me boudent, donc je ne sais pas comment je dois le prendre. Hein. Polyuréthane, c'est la liaison qui est une liaison uréthane. Vous m'entendez? Polystyrène, ça veut dire que c'est la liaison. Donc, c'est quoi un polyuréthane? C'est un polyol, un composé avec beaucoup de OH, polyol, avec de l'isocyanate. Ça, c'est moins joli. Et donc, les polyols, on a déjà pris de la lignine pour mettre plein de OH. Vous avez vu qu'il y en a déjà pas mal de présents. On a pris des huiles de soja, on a pris des tanins. C'est la fraction isocyanate qu'on n'arrive pas vraiment à remplacer. Il y a des essais, mais c'est des essais avec des catalyses chimiques assez chères et assez coûteuses, et donc c'est peut-être pas terrible. Mais il y a des travaux qui sont menés, et pas seulement chez nous. Les premiers travaux dans ce domaine étaient menés par Juliette Merle sous ma direction. Vous avez en fait les propriétés des commerciales. Ici, vous avez nos différentes formulations. C'est bon? Donc, vous avez les conductivités thermales et vous avez aussi les propriétés mécaniques. Donc, comment est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à eux? C'était ces premiers travaux et vous voyez que les mousses que nous, on a produites ont 0,035 jusqu'à... C'est presque modulable. C'est presque modulable, je le dis bien. Le petit souci sur lequel je me suis à peine épanché, et ce n'est pas je me plains, c'est que vous avez des gens qui ont été intéressés par le brevet qu'on avait déposé, mais leur souci était, donc je vais passer, leur souci c'était la couleur et que c'était pas du polyuréthane. Voilà. Et qu'ils voulaient vraiment avoir quelque chose, ça je l'ai dit, quelque chose de maîtrisé. Ah, la lignine, oui, mais c'est... Oui, ah, vous avez telle performance, mais moi je veux quelque chose de blanc. Bon, moi, j'y peux rien. La lignine, c'est marron. Hein. Je peux faire plus foncé, plus clair. Il y en a qui arrivent à rendre la lignine plus claire. Moi, je ne savais pas faire pour faire un matériau poreux ou ce qu'on appelle une mousse. Par contre, j'ai d'excellente conductivité. C'est vraiment de très bonnes. On a discuté donc avec des gens qui, bon, c'est pas divulguer un secret puisque l'accord n'y est plus, avec Soprema. Soprema voulait quelqu'un qui lui détricote entièrement. Ils ont collaboré avec un collègue strasbourgeois, je ne sais pas où ils en sont, mais je n'ai pas vu sur le marché un truc avec de la lignine. Donc, le mien, ça les gênait. Ils voulaient ceci, ils voulaient cela. Je comprends leurs exigences, mais je ne pouvais pas les remplir. Les caractéristiques thermiques de la table, elles sont très basses quand même. Oui. Et puis, on a aussi des caractéristiques acoustiques. Le travail a été continué, je me suis dit, on a aussi des problématiques puisqu'on a discuté cette fois-ci avec Saint-Gobain. Saint-Gobain était partant même si c'était des mousses phénoliques parce qu'ils voulaient remplacer malheureusement leur unité. Et vraiment, c'était des gens adorables, Soprema aussi, hein, vraiment. Quand vous avez, je ne dis pas, il y a le bloc. On travaille aussi pour faire avancer la socio-économie, c'est le but. Mais eux, ils ont fermé
l'unité, ils l'ont revendu ou je ne sais quoi. Et donc, on a été aussi pour voir un grand besoin. On parle d'énergie, mais on parle peu d'eau. Il y a des pays où vous pouvez acheter une bouteille de whisky moins chère que votre bouteille d'eau. J'exagère, mais j'ai déjà annoncé que j'étais méditerranéenne. Donc, vous veuillez m'en excuser. Donc, du coup, on a vraiment non seulement les performances thermiques étaient bien présentes, mais aussi en tant que dépollution. Et je vous garantis, vous la mettez dans l'eau, elle ne risque rien. C'est bon, elle fonctionne. Et du coup, pour résumer tout ça, pour résumer à peu près, je travaille, et nous travaillons, c'est surtout mes doctorants qui travaillent avec des lignines qui sont un résidu qu'on aimerait bien vraiment valoriser. On a plein de domaines d'application et c'est super. On travaille aussi avec des tanins ou des résidus d'extraction de tanins pour faire quoi? Eh bien, tout ce qui est revêtement, c'est le dernier thésard. Revêtement aussi bien pour le bois, c'est mon préféré, mais aussi peut-être pour les métaux, l'aluminium, ça marche, et les matériaux poreux. Qu'est-ce qu'on a besoin comme connaissance? Ben, c'est transdisciplinaire et c'est pour ça que je dis, on n'est jamais, comment dire, tout seul suffisant, c'est quelque chose. J'espère laisser cet héritage quand je partirai bientôt à la retraite aux autres pour que ça puisse avancer parce que ce n'est pas la personne qui part qui est importante, c'est la thématique, il faut y croire et l'amener plus loin. C'est bon, on a vraiment besoin d'une valorisation et on a toute une mine ici de choses qui viennent des résidus, des coproduits d'une belle industrie qui s'appelle l'industrie du bois. Désolé, je n'ai pas mis toute la forêt française, je sais qu'on a d'autres essences dans le Massif central et ailleurs qui sont très intéressantes. On a cette chance en France d'avoir de belles forêts et en nombre, mais j'ai mis que le pin maritime et puis pareil dans les Landes, quand vous passez, vous voyez un paysage plutôt plat. Je tiens à vous remercier, je suis à votre écoute pour toute question que vous aurez. Désolée d'avoir été un peu longue. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous écoute avec grand plaisir si vous avez des questions. J'espère que vous... C'est un peu pas de charge, mais ça c'est moi. J'avais une question sur le traitement ignifuge par rapport à votre ligne et votre talin. C'était sur quelles essences, quelle performance au classement M vous arriviez à atteindre? On n'a pas fait des tests à l'échelle vraiment, parce qu'on n'avait pas l'appareil, à l'échelle vraiment pré-industrielle, mais on avait un classement qui était intéressant, mais en début de chaîne. Pourquoi? Parce que c'est un test au bec-benzène. Il n'est pas valable pour faire un classement. C'est un test à l'échelle laboratoire. Vraiment, ce que j'aimerais bien, et c'est le cas pour... Je sais qu'ils ont des équipements qui sont bien présents à Lille pour pouvoir faire des tests de feu dans des conditions qui sont semi-industrielles. Là, je pourrais répondre. Mais par contre, vraiment, on a ce qu'on appelle une formation d'une couche timissante qui fait en fait que le feu s'auto-éteint, c'est véridique. Je dis, il a eu un prix, il y avait vraiment des gens qui étaient dans le domaine et qui étaient présents, mais il faut un classement. Ça, vous avez raison. On le fera probablement avec le dernier thésard parce que c'est nécessaire. Les gens ont besoin de repères. Vous leur dites, ah, mon produit, il est merveilleux, oui, mais dites-moi quels sont, oui, comment je peux le placer sur mon échelle à moi? Tant que je n'ai pas fait de test à une échelle semi-industrielle, que c'est que du bec-benzène avec un temps d'extinction et ainsi de suite, c'est pas suffisant pour faire vraiment un classement avec le test que j'ai fait. Mais les performances sont là. Et du coup, c'était sur quelle essence? Ah, on a fait du feuillu et du conifère. On a pris le pin maritime et on a fait sur du hêtre. Je veux pas qu'on brûle du chêne. Mais malheureusement, c'est ce qu'on met dans nos cheminées. Oui, on a fait du hêtre, oui, sans problème. Il faut au moins 2 essences. Et sur les 2, ça marche. Et les résines qu'on a faites avec le pin maritime, avec la lignine de pin maritime, puisqu'on l'a extraite, c'est le travail de Pedro de Hoyos Martínez, c'est le travail qu'on a fait avec la lignine venant du pin maritime, sont meilleures que la lignine, je suis désolée, qui viennent de l'amande. Mais j'ai déjà expliqué cette variabilité entre essences et encore plus entre sources. Et j'avais une deuxième question sur la réaction de la lignine, comme vous avez dit que la cellulose est globalement inerte.
Oui, Est-ce que la lignine et les tanins ont une réaction trop faible avec les cristaux de verre? avec le verre, on aimerait bien qu'ils aient une adhésion et qu'il n'ait pas une autocondensation. Parce qu'en fin de compte, le pH de votre milieu va être hyper important. On ne peut pas travailler dans des milieux... Pour l'école, il fallait travailler dans des pH assez basiques. C'est bon pour l'école. Pour les résines, on aimerait bien rester dans des pH qui sont proches de la neutralité, mais c'est jamais simple. Je vous réponds vraiment, franchement, sur la partie qui nous a toujours gênés, qu'on n'a encore pas résolu, c'est la fraction soluble et la fraction insoluble de la lignine. C'est vraiment ça. Quand on fait des fractionnements, effectivement, jusqu'à où on va fractionner. C'est pour ça qu'on a utilisé différentes sources de lignine. On a été acheter de la lignine quand vous faites un arrivage, une entreprise qui se dit spécialiste de la vente de lignine devrait me fournir la même qualité, elle a le même process d'extraction, la même source de lignine. Et bien pourtant, des fois j'ai plus ou moins de sucre. Bien sûr qu'on fait un contrôle qualité quand même. Donc il me donne de la lignine, je lui paye, oui, mais je veux savoir. Et donc c'est variable, cette variabilité n'est pas maîtrisée, et en plus de ça, j'ai vraiment une fraction qui me reste, qui n'est pas soluble. Doit-on travailler uniquement avec la fraction qui est soluble? Parce que ça dépend aussi des solvants que vous utilisez. Est-ce que je vais aller sur des solvants qui sont toxiques? Non. Donc voilà pourquoi la résolution de cette solubilité de ma lignine est encore présente, parce que je vais rester verte. Je crois que c'est un frein au développement justement des applications. C'est possible. Si on compare au pétrosourcé, il n'y a pas que, vraiment par nature au départ, parce qu'il y a une source, Oui, des millions d'années. oui, absolument. Mais sauf qu'on n'a pas standardisé la filière Non. pour pouvoir trouver des ingrédients reproductibles. Du coup, les transformateurs, les utilisateurs ont peur d'aller sur le sourcé, Oui. par peur de ne pas trouver finalement la même. Exact. Je connais des Finlandais qui étaient dans ce domaine, ils ont un institut qui est spécialisé dans ça, ils sont assez en avance sur certaines choses, en retard sur d'autres par rapport à nous, il ne faut pas qu'on ait des complexes, mais c'est pareil. Mais ils se sont plus spécialisés au final sur les celluloses. On peut avoir quelques celluloses, bien, mais c'est trop cool les celluloses. Chaîne linéaire, je peux couper où je veux. Donc, mais les lignines, j'ai pas vu. Pourtant, c'est des gens vraiment... Avec les Canadiens, vous avez vu, j'ai donné le nom d'une entreprise canadienne, et c'est pareil. La chose qui me réjouit, vraiment, en tant que scientifique, on vous demande d'expertiser des dossiers. Je ne peux pas vous citer les noms des gens qui ont fait les dossiers, mais je sais que n'y voyez vraiment aucune prise de melon. Je pense qu'ils feront les choses mieux que moi avec des moyens plus forts parce qu'ils ont demandé des subventions. J'ai beaucoup expertisé des dossiers de demande de financement canadien pour le Canada. C'est sur les mêmes thématiques que moi, après moi. Donc, il y a de la suite. J'aurais préféré que ce soit des Français. Pourquoi? Parce que c'est pas être franchouillard. Mais, voilà. Mais parfois, votre propre paroisse, s'ils sont chimistes organiciens, ne croient pas. C'est même pas les industriels. C'est les gens de chez vous qui disent oui, mais moi, je voudrais fractionner. Ça, on a cette problématique qui est là. J'ai vu aussi et là, c'est une université française qui va sur la thématique de coating à base de lignine. Et j'ai expertisé, donc ça, c'était pour la France, un gros projet. Et ensuite, j'ai expertisé pour la même université. Ils ne savent pas qui a expertisé. Un second projet, et cette fois-ci en association avec les Canadiens que j'ai cités précédemment. Donc, ça avancera. Mais j'aurais aimé que dans mon université, il y ait des gens. Oui, ils font beaucoup de catalyse. Chose que moi, je ne peux pas faire et je ne veux pas faire. C'est même les solvants. Je sais où je peux dissoudre et augmenter le ratio de ma lignine qui soit plus soluble. Je sais comment le faire. Mais je ne veux pas aller sur un truc qui ne soit pas vert. C'est vraiment de moi à moi. C'est comme vous dire, oui, je peux fractionner ma lignine et faire des oligomères, donc des plus petits, et j'aurai peut-être une mousse plus. Mais du coup, je vais devenir plus cher. Il y a des pays qui vont fabriquer avec des conditions humaines. On n'en parle pas, on voit quel pays, je pense que vous pouvez soupçonner c'est lequel, qui va produire moins cher que nous et il sera plus compétitif parce que lui, il a une législation qui est très différente. C'est bon. On veut rester vert,
On en a besoin. Jusqu'à quel point est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'on se réveille, qu'on se dise, comme vous l'avez dit, allons sur des process peut-être plus de catalyse, où il y aura plus de chimie, parce que c'est l'urgence de remplacer ce qui est pétro-sourcé. C'est possible, mais ce ne sera pas moi. C'est juste ça. Mais vraiment, je pense que vous avez raison, ça va être ça. Désolée de la longueur de ma réponse. Avez-vous des questions? Quand est-ce qu'on mange? Si c'est mes étudiants, qu'est-ce qu'on mange à la cantine? Donc, avez-vous des questions? En tout cas, moi aussi, je tiens à vous applaudir. Merci de m'avoir écouté. J'ai la voix pas douce et mélodieuse. Merci vraiment voilà, d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est un plaisir et un bonheur. Et puis, bonne route et bonne recherche et études à tous pour section étudiants. Merci à vous.